Dimitri Pavlenko. Il est 9h moins le quart, à peine constitué. Les ennuis commencent pour le gouvernement qui se réunit pour la première fois en Conseil des ministres ce matin à 10h. Première polémique au pluriel. D'abord les accusations de viol de 2 femmes à l'encontre de Damien Abad, transfuge DLR, nommé ministre des Solidarités. Alors il conteste les accusations, vous l'avez entendu. Et puis il y a le profil du nouveau ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. On s'y est attardé avec Bérénice Levet, l'invité de Sonia Mabrouk, puis Mathieu Bocoté à l'instant. Alors ça éclipse totalement la mise en route du gouvernement Borne, qu'on a vu d'ailleurs Elisabeth Borne tout le week-end dans le Calvados en posture défensive. Est-ce que les accusés vont rester? Qu'en est-il des dossiers chauds, ceux qui intéressent les Français, les retraites, le pouvoir d'achat? On en parle ce matin avec Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge. Bonjour Guylaine. Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1. Bonjour Louis. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Alors à tout cela s'ajoute en plus la pression de l'Elysée qui réactive la règle de 2017. Tout ministre battu aux législatives devra démissionner. Le cas Abad, peut-être pour commencer, Louis de Ragnel, comme par hasard, ça sort alors qu'il entre au gouvernement. Ouais, bien sûr, ça c'est assez attendu. C'est-à-dire qu'un politique qui entre au gouvernement, forcément, tous ses propos, son parcours, son CV est épluché dans tous les sens. Donc ça c'est une évidence. Damien Abad le savait certainement. Oui. Emmanuel Macron pouvait-il ne pas savoir? On apprend qu'un signalement avait été fait lundi dernier, le 16 mai, à La République En Marche, aux Républicains et au procureur de la République. Écoutez, après c'est toujours la question de la bonne foi. Il y a eu des signalements qui ont été faits. Moi, je ne sais pas auprès de qui au sein de La République En Marche. Si ça a été fait auprès de la direction du parti, là pour le coup, c'est problématique. Si ça a été fait simplement comme un bruit de couloir, je dis pas que ça n'a pas de légitimité, mais forcément, il y a moins de chances que ça parvienne jusqu'à Emmanuel Macron. Mais le sujet, là où le sujet est vraiment politique, c'est que Emmanuel Macron a vraiment passé une bonne partie du quinquennat précédent à parler des violences faites aux femmes, à même faire changer de mentalité les policiers pour mieux accueillir les dépôts de plainte dans les commissariats. Et donc là, forcément, ça tombe très mal. Alors pour l'instant, il est présumé innocent puisque il y a notamment une des 2 plaintes qui a été classée sans suite. Mais ensuite, quand on lit quand même le contenu des messages qu'il adressait, dans le pire des cas, c'est très lourd. Ça fait, c'est ce qu'on appelle un lourd dingue. Réputation de gros lourd, c'est ce qu'on lit dans le journal Le Parisien. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette affaire-là? Il y a eu le précédent Jérôme Perrin, c'est ancien conseiller d'Emmanuel Macron, qui était candidat en Dordogne et débranché parce que lui a été condamné pour violence à l'égard de son épouse. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que, la classe politique était et continue d'être, mais il y a plus de femmes, donc ça tempère un peu la chose, très machiste, très lourdingue, très dragueuse, très pouvoir, etc. Maintenant, dans le cas Abad, il y a une chose juste qui me gêne, c'est sa réponse, où il dit que compte tenu de son handicap, il peut pas violer une femme, il peut pas la porter, il peut pas la déshabiller tout seul, et que voilà. Alors ça, c'est très gênant, parce que moi, je peux pas vérifier. Il me donne quelque chose à voir et à dire que je ne peux pas commenter. Donc cette affaire est très très compliquée. Et c'est sûr que quand vous faites venir le président du groupe LR dans votre équipe, vous avez intérêt à ce qu'il soit clean de chez clean de chez clean. Parce qu'évidemment, tous les petits copains qui le trouvent traître sont là pour alimenter la critique. Donc il faut quelqu'un de super, super, super clean. Et c'est pas le cas. C'est embêtant. Même si il est innocenté, il y a du soupçon et c'est très embêtant pour lui. Charlotte Dornelas, vous voulez... Non, mais en fait, c'est des questions qui sont quand même compliquées et je me mets à la place du président de la République puisque avoir quelqu'un de super, super, super clean sur une vie entière, à moins d'être immaculé conception. Faut-il être un ange depuis sa naissance pour entrer au gouvernement? Donc il y a cette question-là. En plus, il y a la question aussi de la possible, je dis pas du tout que c'est le cas en ce moment, mais de la possible manipulation par des choses qui sont difficiles à prouver et on doit le garder en tête. Je peux pas me pencher sur cette affaire en particulier, je n'en sais absolument rien, j'ai aucune raison de mettre en doute ce que disent ces femmes, j'ai aucune raison, surtout avec en effet les messages qu'aucune d'entre nous n'a envie de recevoir, ça on est tous d'accord, ça c'est la première chose, mais en revanche je ferai pas du tout le parallèle avec Jérôme Perrin qui lui est condamné pour violence sur sa femme, en l'occurrence il est condamné. Donc maintenant vous êtes président de la République, vous avez un parcours qui vous intéresse pour X raisons, pour faire entrer dans votre gouvernement, est-ce qu'une plainte classée sans suite, c'est une vraie question parce que par ailleurs on sait que dans les affaires de viol c'est extrêmement compliqué d'avoir une enquête puisque par définition les preuves matérielles sont extrêmement difficiles à réunir. Donc c'est pour ça aussi que la plupart du temps les plaintes sont classées sans suite parce qu'il y a pas moyen en fait de donner suite à ces plaintes parce qu'il n'y a pas moyen de le prouver.
Donc tout ça, c'est vraiment compliqué en fait. Je trouve à la fois d'avoir un avis définitif sur la chose et en même temps, est-ce qu'il faut écarter par principe quiconque aurait été accusé de ça avec le risque d'être très injuste aussi. Alors, on ne parle que de ça depuis la révélation du casting gouvernemental depuis vendredi, alors qu'il y a de très gros sujets. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur l'architecture du gouvernement. J'esquisse les grandes lignes. On voit qu'il y a 5 ministres reconduits dans leurs fonctions par rapport à la précédente équipe gouvernementale. Donc Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, Clément Beaune, etc. Vous avez des promotions, par exemple Olivier Dussopt qui passe au travail, qui va avoir la délicate mission de conduire la réforme des retraites. Vous avez des nouveaux entrants. Mais d'une manière générale, et je trouve que Cécile Cornudet des Échos le dit très bien ce matin, il y en a pour tous les goûts dans ce gouvernement. Les équilibres en fait sont tellement bien pesés pour la gauche, pour l'électeur de gauche, pour ceux qui pourraient être tentés d'aller chercher Mélenchon, ceux de droite. En fait, les priorités n'apparaissent pas. Alors, il y a l'habileté électorale d'Emmanuel Macron derrière tout ça, la patte évidemment, de la synthèse de l'en même temps, mais qu'est-ce qui se dégage comme priorité, Louis Dragnel? C'est quand même difficile de répondre. Eh bien écoutez, surtout on le saura notamment après le Conseil des ministres, le premier là qui se tient ce matin à 10h à l'Elysée. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une forme, je vais reprendre les mots de Jérôme Fourquet, mais un peu dans l'autre sens, il y a une forme d'archipélisation du gouvernement. C'est-à-dire il y a vraiment, si vous voulez, il faut qu'il y ait un ministre pour chaque catégorie de population à peu près. Alors tout le monde n'est pas parfaitement représenté, mais on sent surtout, avec notamment la nomination de Pape Ndiaye à l'Éducation nationale, une volonté, en tout cas, de faire rentrer une forme de mélenchonisme au gouvernement. Et d'ailleurs, l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, a salué la nomination de Pape Ndiaye. Il fallait quand même le faire. En disant quand même, ça reste un ministre de droite. Jean-Luc Mélenchon, c'est son commentaire. Je vous ai vu lever les yeux au ciel quand Louis expliquait le profil de Pape Ndiaye, Guylaine Ottenheimer. C'est l'épouvantail, Pape Ndiaye, là, depuis... Non, je suis d'accord sur ce que vous disiez sur l'architecture du gouvernement. Elle n'est pas facile à lire parce qu'effectivement, on ne peut pas dire que c'est de gauche puisqu'il y a quand même Darmanin, Le Maire. On ne peut pas dire que c'est de droite puisqu'il y a Borne. On ne peut pas dire que c'est parisien parce qu'il y a beaucoup d'élus de province. Donc on ne peut pas dire que c'est écolo non plus parce que il y a des techniciens, il y a des énarques, il y a une polytechnicienne, c'est une première à la tête de l'État. Très bien, un ingénieur formidable, j'applaudis. Et donc, c'est très difficile de trouver. Moi, je pense qu'il y a quand même une constance chez Macron. C'est cette espèce... il ressemble à la gauche américaine. C'est-à-dire que tout son premier quinquennat a été placé sous le règne de lutter contre l'assignation à résidence. L'émancipation, c'est tout à fait la théorie de John Rawls, la justice sociale. On l'obtient en donnant des outils aux citoyens pour s'en sortir. Pour s'émanciper, libérer, protéger. Et il y a un deuxième pilier dans la gauche américaine, c'est la discrimination positive. Alors, je suis pas sûre que Macron ira jusqu'à ça, que défend Ndiaye, mais il va continuer à faire ce qu'a toujours fait la droite, c'est-à-dire on promeut une ou deux ou trois personnalités issues des minorités et on dit on a fait le boulot. On se rappellera la gauche américaine. Après, il y a la question du fond, il faut qu'il y ait un effet masse pour que c'est un effet. Alors, tout à l'heure, Céline Giraud me rappelait, Laura Flessel était au gouvernement en 2017. Un feu de paille, elle sera restée moins d'1 an. Elle était la seule noire de l'équipe gouvernementale constituée en 2017. Pape Ndiaye, c'est ça? Est-ce que c'est un symbole? Oui, Charlotte. Non, juste un tout petit mot. Laura Flessel n'a pas tenu les propos qu'a tenu Pape Ndiaye. Ce qui choque aujourd'hui, c'est pas que Pape Ndiaye soit noir. Ça, à la limite, je pense que tout le monde. Mais qu'est-ce qui vous a choqué? Non, mais je vous cite, notre mission, c'est de faire de l'immigration un élément central de l'histoire nationale. Vous l'avez rappelé, il existe bien un racisme structurel en France. Oui. Il y a du racisme dans l'État et il y a un déni de la France sur les violences policières. Moi, je trouve que rien que ça, ça combien vous avez de professeurs, combien vous êtes professeurs issus de l'immigration dans l'éducation nationale? C'est pas ça la question. Et combien? Mais je termine. Combien sont recteurs? Combien sont directeurs d'école? Les jeunes très diplômés issus de l'immigration vont à l'étranger parce qu'à un moment il y a un plafond de verre en France. Je connais beaucoup de jeunes qui ont fait des très bonnes études, qui sont issus de l'immigration. Ils trouvent tous les jobs qu'ils veulent aux États-Unis, en Angleterre. Et Pape Ndiaye en est d'ailleurs oui, mais ils sont très faibles. Et la France est un des pays où l'ascenseur social dans les minorités
fonctionne le moins bien. Charlotte Charlotte Dornelas. de manière Oui, on générale. va laisser Charlotte. Non, mais- C'est pas de que les manière minorités. générale, il fonctionne pas si mal. Non, pas si mal. Oui, on en a Et parlé tout à l'INSEE de l'heure. ce matin le oui. prouve assez. On en parlera tout. On en parlera. Mais en fait, ce qu'il faut voir quand même dans la vie même de Pape Ndiaye, c'est qu'il bénéficie de l'ascenseur social. Il dit lui-même, il y a des années, avec sa sœur, n'avoir Marie Ndiaye, jamais, l'écrivaine. c'est ça, n'avoir jamais subi ni le racisme dans leur entourage proche, ni en France de manière générale. Il finit par faire un programme de discrimination positive aux États-Unis, et c'est là-bas qu'il découvre l'ampleur de la question Oui, noire. c'est un converti à C'est ça, c'est un converti par le biais des États-Unis, qui est une société différente sur cette question, d'abord par l'histoire et même par la situation aujourd'hui. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que en fait, Pape Ndiaye dit exactement ce qu'il veut, il écrit ce qu'il veut, il réfléchit sur ce qu'il veut. Maintenant, j'espère qu'on a encore le droit de ne pas être d'accord avec lui. Première chose. Deuxièmement, sur les deux exemples qu'a cité Louis, sur la question du racisme structurel et la question des violences policières, j'ai souvenir de déclarations allant contre ce constat d'Emmanuel Macron lui-même. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelle va être la ligne. C'est pas une question de reprocher à Pape Ndiaye. Je vais pas reprocher à Pape Ndiaye de ne pas être d'accord avec moi, ou l'inverse, quoi. C'est simplement que on a encore le droit de pas être d'accord, quelle que soit sa couleur de peau, comme avec tout le monde aujourd'hui en France. Et par ailleurs, on peut s'interroger sur la cohérence d'Emmanuel Macron. Moi, je me demande, en tout cas, Pape Ndiaye, le jour où il va scolter les vraies missions d'un ministre de l'Éducation, à savoir, il faut remettre du français et des maths en 6e et en primaire. Il faut plus d'insertion dans les entreprises pour les élèves de 3e. Il y a peut-être une réforme de parcours, enfin des choses extrêmement techniques. Et là, on parle de quoi ? On parle du corollaire, on parle du Mais périphérique. qui est important dans l'éducation nationale. Mais à la limite, on peut pas reprocher. Enfin, ce qui est important à la tête de l'éducation nationale, comme à la tête de tous les ministères aussi, c'est d'avoir quelqu'un qui est politique. C'est ça qui est important. Et pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il veut faire de l'éducation nationale. Je pense que Blanquer était politique. ce qui va déjà être amusant, Quand c'est de même, voir. sur ces questions. Moi, j'attends de voir avec impatience le premier déjeuner ou le premier déplacement entre Gérald Darmanin et Pape Ndiaye, puisque manifestement, il y a quand même Ça se beaucoup passera bien Gérald au qui les début, ça opposent. se passera bien. Mais Gérald Darmanin Pour les images. a fait un déplacement avec Éric Dupond-Moretti. On sait qu'entre eux, ça a frité, on va dire, pendant le premier quinquennat. Merci à tous les trois. Et je pense qu'on va bien s'amuser dans les prochains mois, les prochaines années. Et puis, alors, ce paquet pouvoir d'achat, on en parlera évidemment demain, puisque c'est le gros morceau pour le Conseil des ministres. Merci Charlotte Dornelas, Louis Dragnel, Guylaine Ottenheimer. Bonne journée, Dimitri. Bonne journée.